êtes sur 7Afrique TV. La télévision est un univers captivant que nous tentons de professionnaliser au rythme et à la phrase du digital. Madame, Monsieur, bienvenue dans la grande interview qui a l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'avoir un invité de taille. Il s'agit de Monsieur Amadou Kane, banquier de formation, ancien ministre de l'économie et des finances du plan du Sénégal sous le premier gouvernement du président de la République. Macky Sall. Amadou Kane, c'est un honneur exceptionnel pour cette Afrique de vous avoir aujourd'hui comme invité dans la grande interview. Alors, je vous remercie véritablement de cet accueil si chaleureux-là que vous nous faites dans votre domicile. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté de venir honorer mon domicile et saluer vos téléspectatrices et vos téléspectateurs et profiter de l'occasion pour vous féliciter. Mohamed Fall El Amin, parce que je connais votre passion pour votre métier. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer la première fois, je crois que c'était à Bamako. À Bamako, à l'hôtel Radisson de Bamako. Vous étiez absolument, et j'attendais, ou j'étais avec mon ami Soumaïla Cissé, pour qui j'ai une pensée très amicale aujourd'hui. Je savais déjà que vous étiez habité par cette passion de votre journalisme et je suis heureux que cette Afrique ait pu voir le jour et que vous puissiez mener à pas cadencer sa montée en charge. Félicitations. Merci beaucoup. Cette Afrique s'interroge sur des problématiques économiques, financières et dans le domaine de l'entrepreneuriat partout en Afrique. Et vous êtes, je pense, une figure emblématique aujourd'hui dans votre domaine qui est la finance et le domaine des banques. Vous avez accompagné énormément de projets. Amadou Kane, si on devait revenir un peu sur votre parcours, quelle présentation? Je sais que ce sera un peu difficile. Pouvez-vous faire, si vous regardez un peu le rétroviseur de votre profil? Écoutez, c'est toujours difficile de parler de soi-même. Oui. Je suis quelqu'un de Thiès. Je suis né à Thiès et j'ai fait mon cursus primaire et secondaire à Thiès. Et je suis un ancien du lycée Malick Sy. Et j'ai pu, aussitôt après après mon bac, aller étudier à l'étranger. Et à l'étranger, j'étais parti pour faire des classes préparatoires que j'ai eu à faire. D'ailleurs, j'ai fait maths sup, etc. Et c'était l'époque aussi des années de braise. C'était l'époque où notre pays souffrait de monopartisme et les problèmes de démocratie n'avaient absolument rien à voir. La situation démocratique de notre pays à l'époque n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, il fallait se battre et nous étions un certain nombre de jeunes qui, parallèlement à leurs études, ont mené aussi des combats dans le cadre de l'Association des étudiants sénégalais en France, dans le cadre de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, l'ASF et la FEANF. Donc, c'était assez difficile de concilier tout ça avec des études de haut niveau. Dieu merci, j'ai pu finalement faire tous mes diplômes, être diplômé de Dauphine, faire l'économie de développement et faire aussi à la Sorbonne un DEA en finance internationale. J'ai donc, et puis aussi j'avais une passion pour tout ce qui était sociologie, anthropologie, que j'ai pu aussi suivre à titre tout à fait personnel à l'école des hautes études en sciences sociales en France. Et après, j'ai eu la chance d'avoir un travail en France. J'étais en stage pour préparer mon mémoire de DEA. Et là où j'étais en stage, c'était une banque. Je travaillais à l'époque sur le financement des déficits de balance de paiement des pays de l'IMOA par les pétrodollars. C'était l'époque des pétrodollars. C'était l'époque où le cours du baril avait atteint des sommets et où les pays pétroliers disposaient de ressources considérables et qui donc inondaient le marché international, dont ceux de nos pays. J'ai donc, à l'issue du stage et à la fin du stage, on m'a proposé un travail comme économiste à l'UBAF, à l'Union de banques arabes et françaises. C'est une banque qui était gérée par le Crédit Lyonnais et qui comprenait l'ensemble des banques commerciales ou banques centrales
de tous les pays de la Ligue arabe. C'était aussi une époque où la France avait des relations particulières avec le monde arabe. C'était hérité de Gaulle et de Pompidou. Nous avons donc, après cela, j'ai eu la chance, à la naissance de ma première fille, d'obtenir des propositions de retour en Afrique. C'est ainsi que j'avais des amis qui avaient souhaité que je vienne au Cameroun, au Sénégal même, ou bien au Togo. Et j'ai choisi d'aller au Togo, à la BOAD, à la Banque West African Development, qui est une banque de développement qui avait été créée par les États membres de l'UEMOA et par la BCEAO. Et à ses actionnaires majeurs, c'était joint le Trésor français, la Banque européenne d'investissement, le Royaume de Belgique, entre autres. Et j'ai pu faire mes armes en Afrique dans cette banque-là. Déjà là, je voudrais dire aux jeunes de ne pas hésiter à rentrer, d'abord d'étudier de façon très rigoureuse, d'avoir aussi des aspirations sociales. C'est compatible, c'est difficile, mais avoir des aspirations sociales et étudier dans les meilleures écoles, c'est possible. Avoir une expérience là où on a étudié, c'est une bonne chose. Mais quoi qu'on puisse avoir comme condition, oser aussi retourner au pays, c'est une excellente opportunité qu'il faut saisir si elle se présente. Parce qu'il va sans dire que les salaires étaient plus élevés à l'époque en France que même à Lomé. Mais enfin, je pense que j'ai fait le bon choix. En tout cas, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce choix de rentrer, parce que là, j'ai pu travailler dans un cadre africain organisé et puis et qui m'a permis d'avoir des contacts avec divers pays de l'UEMOA. Et cela aussi correspondait à mon choix de dire que l'Afrique, ce sont aussi des pays qui doivent se regrouper. Alors, Monsieur le ministre, nous allons continuer sur ce parcours-là qui est véritablement intéressant. À quel moment avez-vous pris la tête de la BICIS au Sénégal? Alors, la BICIS, c'est très intéressant votre question, parce que j'étais à la BOAD et j'étais directeur des finances de la BOAD. Et j'avais réussi à convaincre mon patron, mon président, qui s'appelait Aboubakar Baba Moussa, qui était d'origine béninoise, mais qui était profondément africain. Je l'avais convaincu que nous devions rechercher des ressources locales pour financer le développement. Je vous parle des années 90. Et c'est ainsi que j'ai eu la passion de monter un emprunt obligataire à l'intérieur des pays de l'UEMOA en CFA. Parce que jusqu'ici, la BOAD ne faisait qu'emprunter en devises étrangères. Nous avons donc monté ce projet de financement sur ressources locales, et pour tester le marché, pour savoir si le marché avait effectivement une épargne locale disponible, prête à s'investir dans le développement. Et pour ce faire, il fallait tout inventer. Il n'y avait pas de marché régional, il n'y avait qu'une seule bourse à l'époque, c'était la bourse des valeurs d'Abidjan. Et les calendriers d'émission des divers pays n'étaient pas coordonnés. Le marché secondaire n'était pas régulé. Donc, il a fallu qu'on puisse utiliser une expertise. C'est comme ça que j'ai connu la BNP. Après un appel d'offres auquel avaient répondu la BNP, Citibank, Général, etc. La BNP a été prise comme conseiller technique. C'est là qu'ils m'ont connu. Cette opération, Dieu merci, s'est très bien déroulée
et a été précurseur du marché financier régional. C'est à partir de l'emprunt BOAD 93-2003, c'est comme ça qu'elle s'appelait, parce que c'était sur 10 ans, BOAD 93-2003, qui a réussi à mobiliser des ressources où on participait à l'émission de laquelle, à cette émission ont participé non seulement des compagnies d'assurance qui étaient à la recherche de bons supports, mais les Nana Benz commerçantes du marché de Lomé, les commerçants d'Abidjan, etc., les fonctionnaires de nos pays, tous les pays de l'UMOA à l'époque ont participé à cet emprunt et qui a pu être un succès et qui a été duplicable. Donc, c'est à ce moment que, après cet épisode, que la BNP a demandé est-ce que je voulais revenir au Sénégal. C'est donc comme ça que, de fil en aiguille, après 1 an et demi de discussion, j'ai accepté de revenir, et 5 ans de présence à la BOAD, que j'ai accepté de venir prendre la direction de la BICIS. Alors, Amadou Kane, il y a une différence entre cette époque-là que vous êtes en train de décrire et la nouvelle génération. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont grandi et dirigent les institutions financières qui sont en tout cas en Afrique. Quel regard jetez-vous sur ce nouveau management-là de la jeunesse? Oui, alors, je crois que nos jeunes, j'ai eu la chance, ayant dirigé plus de 10 ans la BICIS, d'avoir eu à recruter des jeunes. D'abord, ces jeunes en veulent. Et ces jeunes n'ont pas de complexe vis-à-vis de n'importe quel autre banquier du monde. Parce qu'ils ont eu à faire, pour certains, leur preuve dans des institutions financières internationales à New York, à Tokyo, à Berlin ou à Paris. Mais d'autres, étant ici, occupant des postes clés dans les banques locales, entre guillemets, ont eu, dans le cadre de relations de correspondance ou dans des négociations, à affronter leurs contreparts des autres banques et à montrer leurs compétences. Et je dois saluer aussi la qualité de la formation dispensée par certaines écoles supérieures de commerce ici à Dakar. J'ai eu à recruter à la fois des gens disposant de diplômes extérieurs à l'Afrique et des diplômés de nos écoles. Et si vous regardez aujourd'hui leur évolution, je crois que ceux qui ont été formés ici aussi, pour autant qu'ils ont bien travaillé, qu'ils ont eu leur diplôme, qu'ils n'ont pas lésiné à l'époque de la formation et ont fait preuve de curiosité et ont fait preuve de ténacité dans leurs premières années. Ils ont aujourd'hui aussi, ils dirigent des banques. La plupart d'entre eux sont aujourd'hui dirigeants de banques ici à Dakar. Une autre question qui est importante, je pense qu'à l'époque, quand vous étiez directeur général de banque et quand vous étiez dans le monde véritablement de la finance, il n'y avait pas ce phénomène nouveau-là qui est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tous les jeunes se sont rués vers l'entrepreneuriat. Tous les jeunes ont des projets qu'ils cherchent à diriger pour faire du profit et pour être des self-made men. Que vous inspire Amadou Kane et quelle lecture jetez-vous dans ce nouveau monde aujourd'hui de la finance qui est adossé à l'entrepreneuriat? Je crois que les jeunes ont raison de vouloir entreprendre. Déjà, de mon temps, il y avait aussi des entrepreneurs. Tout à l'heure, je vous citais des exemples de gens qui sont dans l'agriculture, qui sont dans le gaz, qui sont dans l'imprimerie, qui sont dans les assemblages, des usines d'assemblage, qui sont des Sénégalais, et puis d'autres qui sont étrangers, qu'on a eu à financer en tant que BICIS. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le mouvement n'est plus un mouvement qui concerne un nombre ténu de personnes. C'est un mouvement, comme vous l'avez dit, beaucoup plus ample. Et c'est vrai que, comme dans tous les pays du monde, ce n'est pas tous ceux qui veulent entreprendre qui vont réussir. Qui vont réussir. Forcément. Mais il ne faut pas aussi que les gens
ait peur de l'échec. Il n'y a que des abandons, il n'y a pas d'échec. Il faut donc arriver à pouvoir persévérer et être résilient. Et tu bénéficier aussi d'appui. Ça, je ne doute pas du tout que cela soit nécessaire, mais on pourra y revenir. Mais ce qui me plaît, c'est cet esprit d'entrepreneuriat, parce que sans cet esprit d'entrepreneuriat, sans cette création de richesse par les privés, sans ce maillage serré de notre économie par des entreprises menées par des privés sur des bases rationnelles, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Alors, il y a une problématique qu'il faut poser ici, dont vous avez peut-être un regard d'expert, la problématique du financement. Beaucoup de jeunes start-up se créent aujourd'hui en Afrique. On dit même qu'il y a plus de start-up en Afrique que dans la Silicon Valley et aux États-Unis. Donc, il y a des instruments de financement aujourd'hui qui ont eu à voir le jour, comme le Fonds 6, comme la DER. Quelle appréciation faites-vous de ces nouveaux instruments-là qui tentent d'accompagner cette dynamique d'entrepreneuriat de la jeunesse africaine et sénégalaise? Mais je ne peux que saluer cela, d'autant que le Fonds 6, je rappelle, c'est moi qui étais à l'époque ministre de l'économie et des finances, c'est le président de la République qui est à l'origine. Mais c'est moi qui ai défendu la loi à l'Assemblée nationale pour instituer le Fonds 6. Et vous avez, je crois qu'actuellement, si je ne suis pas au cœur des affaires, mais je sais que des réflexions sont en cours pour voir comment accentuer la synergie entre le Fonds 6, le Fonds GIP, la BNDE, je crois que, et puis la DER. La DER, oui. Chacune de ces institutions a ses points forts, a probablement aussi quelques faiblesses qu'il faudrait regarder, mais ces points forts mis ensemble dans une logique très intégrée pourraient énormément favoriser l'entrepreneuriat dans notre pays. Que ce soit pour la partie, le secteur start-up qui nécessite des ressources adaptées, qui nécessite une expertise adaptée pour pouvoir apprécier les projets de start-up, que ce soit pour des entreprises en développement, que ce soit pour des entreprises plus tournées vers l'exportation. Je crois que la chaîne de valeur, comme on dit, peut être parcourue et à chacun des stades adapter le dispositif adéquat pour répondre aux besoins spécifiques de financement de ce niveau-là. Alors, Amadou Kane, nous allons clôturer cette émission-là. Le temps qui nous était accordé est terminé. Il y a 6 mois, le monde a subi une pandémie dénommée la pandémie du Covid-19 qui s'est répercutée sur une crise économique sans précédent. On parle même d'une crise beaucoup plus sévère que ce qu'on a connu en 2008. En tant que financier, quel regard jetez-vous actuellement sur la situation économique mondiale et plus particulièrement africaine et sénégalaise? Écoutez, cette pandémie, elle est terrible. Elle est d'autant plus terrible qu'on n'en connaît pas la fin. On n'a pas encore de façon précise une visibilité pour pouvoir juguler sa propagation. Elle touche tous les pays, comme vous l'avez rappelé. Et les plus grands pays ont dû adopter des mesures exceptionnelles en déphasage total avec les paradigmes qui existaient antérieurement. Tout à fait. Et tout ce qui touchait à l'endettement, tout ce qui touchait surtout au financement des déficits, tout ce qui touchait au financement du déficit par la monnaie, tout cela a été mis de côté par les grands pays pour pouvoir trouver des solutions ad hoc, immédiates, afin de juguler la crise. Nous ne sommes pas, nous non plus, nous ne sommes pas restés inertes. Les autorités ont eu un ensemble de mesures, les autorités sénégalaises, les autorités au niveau de la BCEAO, au niveau de l'UMOA, notamment au niveau de la BCEAO, aussi pris un certain nombre de mesures en direction des banques pour leur fournir des ressources, pour pouvoir permettre le refinancement des entreprises en difficulté, etc. Nous devons poursuivre cette politique de relance. Je crois que les autorités y réfléchissent
Il faut y réfléchir sans tabou. Je dis bien sans tabou parce qu'il y a un certain nombre de mesures exceptionnelles qui devraient être mises en œuvre, fussent-elles en contradiction avec certaines dispositions qui avaient été adoptées antérieurement au niveau de l'UEMOA pour que nous puissions avoir les outils les plus complets nécessaires pour répondre à cette situation très difficile. Quel commentaire faites-vous sur la demande du président de la République Macky Sall d'annuler la dette des pays africains? Je crois qu'on est à une période un peu plus avancée. Cette proposition avait été faite. Je crois que c'était à faire. Les réponses ont été apportées et je crois que les autorités, même des ministères des Finances de l'ensemble de nos pays, ont fini par tomber d'accord avec les G20 sur des dispositions transitoires. Il faut bien surveiller notre dette. C'est la question de notre dette. C'est actuellement même un débat dans notre pays. C'était une de mes préoccupations importantes quand on a été au ministère de l'économie et des finances. Tout le monde sait que j'étais très préoccupé. Y a-t-il de quoi s'inquiéter par rapport à cette dette-là? Il faut la gérer. La dette, tant qu'elle n'est pas payée, elle est toujours source d'inquiétude. Oui, tout à fait. Il faut donc pouvoir la gérer et puis et faire très attention parce que c'est extrêmement compliqué, la dette, notamment quand elle est en devise, dans une situation où les refinancements internationaux sont compliqués. Sont compliqués à cause aussi des appréciations des agences de notation et à cause aussi de la situation très troublée du marché financier international. Les jeunes aujourd'hui qui créent des cabinets de finances, des cabinets de comptabilité, qui pullulent un peu partout, en tout cas qu'il s'agit à Dakar ou bien ailleurs dans des capitales africaines. Quels conseils leur donnez-vous après quand même avoir été aux affaires pendant aussi longtemps? Je ne pense pas que le mot pulluler d'ailleurs soit bon. Elles se multiplient, ces entreprises, ces structures, et c'est important qu'elles aillent pour prodiguer des conseils à tous ces informels. C'est aussi avec leur appui, leur pédagogie et leur soutien en termes d'explication de comment fonctionne l'économie que ce secteur informel devrait aussi se formaliser un peu. Je crois que c'est tous ces bureaux de comptables, tous ces bureaux de conseil doivent être très entreprenants et avoir cette clientèle qui est importante et leur faire comprendre qu'ils ont intérêt à avoir un minimum de formalisation pour pouvoir aller de l'avant et qu'on puisse avoir des sociétés aussi fortes que les entreprises étrangères qui sont aujourd'hui, qui sont venues en peu de temps, qui ont pris des parts de marché très importantes. Si nos hommes d'affaires de l'informel sont un peu mieux organisés, ont un peu plus de prospective, parce qu'ils ont quelques ressources, ils peuvent se mettre ensemble. À ce moment-là, nous pourrons aller de l'avant. Amadou Kane, cette interview, la grande interview tire à sa fin. Cette Afrique vous remercie énormément de cet accueil que je rappelle chaleureux, en tout cas, ici chez vous à Fann. Votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? Écoutez, dire que nous sommes en train de traverser une situation qui n'est pas aisée, difficile, que les mesures barrières, il faut les respecter. Nous avons essayé de le faire ici, depuis que vous êtes arrivé dans la maison. On a respecté toutes les mesures barrières. Ces mesures barrières doivent pouvoir être conciliées avec une vie active. Extrêmement faire attention, ne pas prendre des risques, notamment les gens de ma génération. Il faudrait, aux spectateurs de ma génération doivent faire très attention. Mais cela dit, je crois que les réflexions en cours pour la période post-Covid sont des réflexions qui doivent s'accélérer pour que nous puissions tirer les leçons de ce qui est en train d'être vécu comme changement de style de vie. Et puis aussi comme nécessité de nous reposer
sur les points forts de nos économies afin de pouvoir en faire la source de génération de richesse pour nous-mêmes et pour les générations futures. La grande interview avait l'honneur et le plaisir aujourd'hui, en tout cas, d'être reçu ici à Fann par M. Amadou Kane, banquier de formation, économiste, acteur majeur pendant presque 40 ans, devrais-je dire, dans le monde de la haute finance. Amadou Kane, on vous remercie véritablement de nous avoir accordé cette interview-là. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de la grande interview. Merci beaucoup.